Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine au programme, la loi de bioéthique et notamment la PMA. Et avec moi pour en parler, pas une personnalité politique, mais une personnalité scientifique, le docteur Alexandra Henrion-Caude. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vais vous présenter, ça va être assez long. Vous êtes généticienne, plus particulièrement épigénéticienne. Vous nous expliquerez également à quoi cela fait référence. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, détaché à présent à l'île Maurice pour avoir fondé l'Institut de recherche Simplissima. Vous êtes également créatrice du site web science-en-conscience.fr et par ailleurs vous avez été nommée dans le cadre de la révision de loi bioéthique à l'espace éthique Île-de-France. Je crois que j'ai tout dit à peu près. Alors pour commencer, Alexandra Henrion-Caude, je vais revenir sur un point extrêmement simple, le point de PMA. Je crois que c'est un terme que vous n'appréciez pas particulièrement. Alors, écoutez, en tout cas, bonjour et grand merci de m'accueillir aujourd'hui. Je n'aime pas les acronymes. Je déteste les acronymes parce qu'en fait, ils perdent forcément l'auditoire, quel que soit l'acronyme, d'une façon générale. Alors, celui de PMA, je le trouve encore plus suspect. Pourquoi? Parce qu'en anglais, je suis habituée à parler plus anglais que français, en anglais, c'est le mot art, qui est bien joli d'ailleurs, qui en fait dit technologie assistée de reproduction. On comprend bien de quoi il s'agit d'une technologie pour assister la reproduction. C'est assez exact et ça me semble bien précis. Le mot PMA est très suspect parce qu'il dit procréation. Médicalement assisté, j'ai rien sur le médicalement assisté, encore que le médical est un peu suspect lui aussi, surtout dans l'application actuelle de la PMA, mais le problème de procréation me pose effectivement un souci, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est dans une espèce d'aspect, une connotation un petit peu religieuse, un petit peu mystique, qui place nécessairement les parents dans une espèce d'infériorité qui fait qu'ils ont recours à une chose bien mystérieuse de la PMA, procréation médicalement assistée. Alors justement, peut-être que vous pouvez aussi nous expliquer à quelle technique on fait référence quand on parle de PMA. On pense notamment à la FIV. Alors, absolument. En fait, pourquoi on pense à la FIV? Parce que c'était la première à avoir été réussie. Donc, FIV, c'est fécondation in vitro. Vous avez aussi l'ICSI, l'ICSI, qui en fait va injecter un seul sperme. Donc, dans un cas, on va mettre l'ovule avec tout autour plein de spermatozoïdes. Dans l'autre cas, on va mettre un seul spermatozoïde qu'on va injecter dans l'ovule, donc d'une façon invasive, évidemment avec une sorte d'aiguille, quoi. Et puis vous avez aussi quelques autres acronymes dans la valse qui spécifient que vous avez éventuellement trié ou les spermatozoïdes ou les embryons sur leur morphologie. Il faut qu'ils soient arrondis, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis aussi le fait qu'on va avoir recours à un donneur ou à son conjoint. Voilà, donc on a tout plein d'acronymes là-dedans et je trouve que c'est toujours plus simple de parler plus clairement. Avec les mots précisément avec ce dont il s'agit en fait. Alors vous avez justement souligné l'invasivité de certains de ces procédés. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors l'invasivité, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au moment où vous avez posé la question, a jailli une idée qu'elle était déjà invasive au niveau du couple. Parce qu'effectivement, vous êtes du coup en passe d'expliquer votre vie sexuelle à une tierce personne, qu'il ait une blouse blanche ou non. Et donc, on est déjà au niveau psychologique dans une invasion. Ensuite, on a une invasion terrible pour la femme parce qu'on va la faire surproduire ses ovules par des stimulations ovariennes et il faut en gros comprendre que globalement par la stimulation ovarienne on va lui faire pondre l'équivalent d'à peu près une année d'ovules qu'elle aurait normalement produit. Donc vous imaginez quand même au niveau hormonal, vous avez peut-être vécu le fait que menstruellement vous aviez des sautes d'humeur, donc imaginez un petit peu l'invasion hormonale, alors c'est pas l'invasion mais c'est la répercussion hormonale que ça sous-entend. Après, vous avez effectivement au niveau
masculin, donc là c'est plutôt plus facile pour eux de sortir des spermatozoïdes, et puis finalement les traitements du futur œuf, donc de l'ovule, qu'on doit exposer à des spermatozoïdes. Et là, vous vous rendez compte de quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens effectivement de vraiment différent de ce qui était fait jusqu'à présent. C'est que l'ovule se retrouve dans une enceinte plastique qui ne bouge pas, thermostatée, et effectivement qui va subir un certain nombre de manipulations. Très loin de l'environnement naturel. Très loin de l'environnement naturel pour... en ce qui concerne les gaz, l'oxygène, en ce qui concerne la lumière, en ce qui concerne les mouvements, en ce qui concerne la température et en ce qui concerne les nutriments et puis les sentiments. Tous ces aspects qui sont au niveau épigénétique, on le sait, très importants. Alors il y a également une autre question qui se pose, c'est la possibilité d'encadrer. C'est évidemment, on imagine ce que vise la loi de bioéthique, c'est d'encadrer cette PMA, c'est-à-dire dans quelle situation on peut autoriser cette PMA, puisqu'on parle de PMA pour toutes, mais sans doute pas dans n'importe quelles conditions. Alors on parle évidemment de l'âge de la mère, on parle de divers détails. Finalement, on a l'impression que c'est très difficile de pouvoir légiférer sur ces points. Oui, c'est certain, et c'est pour ça que je ne suis pas de ce côté-là de la partie. Je suis vraiment reste scientifique, chacun son domaine. C'est difficile et en plus, je vais vous dire, pour moi, on touche à une notion capitale qui est en fait la révolution anthropologique qu'on est en train de vivre actuellement par cette proposition de révision des lois de bioéthique. C'est qu'en vérité, on n'est plus là sur une médecine qui soigne, on est sur une médecine d'augmentation. Et ça, c'est pour moi assez crucial et capital, parce qu'effectivement, il faudrait peut-être s'interroger avant même de poser les questions de remboursement, de légifération, etc., de savoir quelle était la vocation médicale à la base. À la base, ces techniques ont quand même été développées pour des indications de trompe de Fallope bloquée, c'est-à-dire en fait le petit canal, le petit tunnel qui permet à l'ovule de passer et d'être accessible aux spermatozoïdes. Donc on voit bien que là, enfin, on était plus sur une indication médicale où il y avait un souci. Et puis par extension, c'est devenu sur tous les cas d'infertilité qui pose un problème majeur, parce que s'il y a bien une espèce dans les espèces animales que peuple cette terre qui est très infertile par rapport aux autres, c'est l'homme. On ne sait pas pourquoi, mais l'homme est par constitution, très congénitalement très infertile. Donc, au mieux du mieux, on va dire que si vous êtes au top de vos rapports sexuels et de votre âge, c'est-à-dire en gros dans les 20 ans, vous allez avoir à peu près une chance sur 4 d'avoir un rapport qui va déboucher sur une naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un cycle sur 4. Ça veut dire qu'il s'est passé déjà 4 mois. C'est-à-dire que déjà pour une top du top au mieux de sa forme, on est... alors évidemment ces chiffres vont tomber vertigineusement jusqu'à aller à plus de 45 ans. Mon cas, hein, autant faire un coming out sur votre plateau. Je suis à 1 à 2% de mes capacités à procréer, au risque de décevoir certains ou au contraire d'encourager d'autres, je ne sais pas. J'espère que mon mari ne m'écoute pas. Toujours est-il que c'est 1 à 2%. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que si jamais j'ai maintenant un rapport une fois par semaine, je remonte à en gros 10%. Donc 1 sur 10, autrement dit, il va falloir 1 an en gros si j'ai un rapport une fois par semaine pendant une année complète. Et maintenant, je monte à 30%, donc je reviens à des chiffres invraisemblables, si j'ai un rapport tous les 3 jours pendant... alors peut-être oui, moins, parce que du coup, voilà, on est sur 3 mois, là on revient sur 3 mois. Mais ça, c'est quelque chose que aucun médecin ne dit à ses patients
enfin en tout cas dans tous mes collègues, je n'en ai rencontré aucun. Je leur ai toujours demandé, mais est-ce que vous en parlez de ça? Parce que c'est des chiffres qui sont très impressionnants. Et pour le fait qu'on est peu fertile, et pour le fait qu'on peut quand même compenser. Mais effectivement, ça veut dire que monsieur doit s'exécuter avec une fréquence et une assiduité importante. Alors, évidemment, la PMA pose un autre problème, un problème fréquemment soulevé par Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses propos. Si on étend la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, cela veut dire que sciemment, délibérément, le législateur ferait des orphelins de père. Et ce serait même décidé avant sa conception. Il serait privé de père ab initio et pour toute sa vie. Et évidemment, un père, c'est très important dans la vie d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune. L'amour d'un père, l'estime d'un père. Comment est-il envisagé de répondre, par exemple, aux besoins de gamètes, aux besoins de sperme, qui va être démultiplié par une éventuelle extension de la PMA? Et vous le voyez, nous sommes dans une volonté de débat serein et apaisé. Si nous n'avons pas de réponse, si ce n'est pas le cas, à un moment donné, les Français descendront dans la rue. Alors là, évidemment, c'est une question davantage éthique que scientifique, mais quel est votre point de vue ? Par rapport à l'absence du père et l'incidence sur l'enfant. Alors, en tant que scientifique, effectivement, je n'ai pas d'avis très éclairé, enfin en tant que généticienne, parce qu'à la limite, je pourrais avoir des éclairages intéressants, mais là, j'ai pas de mon expérience d'éclairage pertinent, si ce n'est que 50. Alors là, moi, je suis au b.a.-ba dans ces cas-là. Je remarque qu'il y a à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes dans ce monde, et que globalement, si jamais je veux être à peu près armée pour la vie, il vaut mieux que j'ai frayé depuis ma plus tendre enfance les hommes et les femmes, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on se construit. Après, il me semble, moi, en ayant grandi, en ayant rencontré des parcours de souffrance, que beaucoup de souffrance est toujours associée au manque de parents, qu'il soit le père, qu'il soit le mère ou qu'il soit les deux. Donc en fait, j'ai pas besoin d'être Einstein ni scientifique pour vous dire qu'il semble évident pour l'être humain que nous sommes d'avoir besoin d'une exposition au père et aux mères. Après, je peux faire un éclairage un peu plus scientifique qui est tout ce qui est autour de ce père et de cette mère, qui sont les liens biologiques. Et ça, c'est extraordinairement intéressant parce qu'on est au b.a.-ba des découvertes où, en gros, dans les choses qui me fascinent, on sait que l'âge à la puberté de la petite fille, lorsqu'elle est exposée à son père biologique dans son giron familial ou à un beau-père, va être beaucoup plus précoce si c'est avec un beau-père que si c'est avec un père biologique. Donc là, on se rend compte que tout d'un coup, là, on rentre de plein pied dans un monde qu'on ne maîtrise pas du tout. Est-ce que c'est des phéromones? Est-ce que c'est un aspect psychologique? On ne le sait pas, mais ça montre un petit peu l'importance de la prudence qu'il faut avoir et qui montre que rien de tel que ce modèle multiséculaire qu'un père et une mère, non pas par conformisme, mais plutôt par prudence. En tant que généticienne et scientifique, je trouve toujours important cette notion de prudence. Principe de précaution, quelque part. Principe de précaution. Alors, on va revenir sur un sujet plus scientifique. Vous expliquez qu'un enfant qui se développe naturellement et qu'un enfant issu de FIV, finalement, ne sont pas programmés de la même façon. Quels sont les paramètres qui entrent en ligne de compte? Alors, c'est un sujet extrêmement compliqué terrible et très long que vous me posez là, parce que il y a énormément d'études qui vont dans un sens, dans un autre, et il n'est pas facile de faire le tri. Ce que je peux vous dire, c'est ce dont on est à peu près sûr. On sait
Alors, pas à peu près. On sait vraiment, c'est cohérent dans la littérature, qu'un enfant, lorsque l'embryon est retransplanté frais, va être associé à une chétivité, un développement plus moindre, qui va faire des petits poids et qui va être assorti à une prématurité. A contrario, si vous avez congelé l'embryon retransplanté, là, vous avez au contraire des espèces de développement pendant la grossesse un petit peu plus important que l'âge gestationnel attendu par rapport à l'âge gestationnel. Et à l'issue de cela, vous avez des taux de prééclampsie beaucoup plus importants. Prééclampsie oui, alors, bon, on va dire je ne saurais on va dire c'est un état œdémateux important. Boursouflé, entre guillemets, voilà, boursouflé, comme vous, si vous voulez, enfin de la maman. Je vulgarise. Et qui a des répercussions qui peuvent être létales. Donc c'est quand même des choses qu'on va surveiller de près et qui ne sont pas du tout anodines. Donc on voit là comment un traitement, vous voyez, congelé ou frais, peut avoir des répercussions au sur niveau du développement. Fœtal. Et ça, il y a une discipline de la science qui s'occupe de cela, et c'est passionnant depuis une dizaine d'années, qui s'appelle les origines développementales de la santé, et qui montre que on sait que vraiment là il y a consensus encore une fois qu'un certain nombre de maladies on dit non infectieuses en fait non communicables sont dues au fait qu'on a eu recours à ces technologies assistant la reproduction. Donc finalement, il y a une surreprésentation de certaines pathologies chez les enfants nés de FIV. Voilà, par exemple aussi de certains cancers. Pas tous les cancers, mais certains cancers très spécifiques, on sait, sont augmentés en gros 3 à 4 fois plus. Il y a aussi certaines maladies reconnues comme des syndromes épigénétiques qui sont aussi augmentées de 3 à 4 fois. Donc c'est les chiffres qui sont totalement robuste d'une étude sur l'autre, d'un pays à l'autre, c'est très important de préciser ça, et sur lequel maintenant on a quand même pas mal d'historique. Donc tout ce que je vous dis est à pignon sur rue. C'est peut-être l'occasion de définir très rapidement épigénétique, on ne l'a pas encore fait. Oui. Je l'ai dit plein de fois en plus. Et moi qui déteste dire des gros mots, c'est comme les acronymes, j'aime pas dire des gros mots qui perdent les gens. Épigénétique, on va dire que c'est... Vous savez que vous êtes non seulement la résultante génétique du patrimoine que vous avez reçu, donc en fait ce que vos chromosomes disent qu'il faut que vous exprimiez, l'œil bleu, la chevelure blonde et la peau claire. Maintenant, il y a tout l'environnement qui va être vos épisodes de stress, d'alimentation, d'exposition à des différentes substances qui vont influencer vos gènes. Et c'est cela qu'on appelle l'épigénétique, l'expression des gènes. Et qui vont faire que, en gros, ils se verrouillent ou ils se déverrouillent pour s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Voilà, donc en fait, c'est comme des espèces de chapitres qu'on ouvre. Puis là, on referme des salles dans un musée qu'on ouvrirait puis qu'on refermerait. C'est l'empaquetage de notre ADN lié à l'environnement. Alors, vous nous avez expliqué qu'il y avait donc certaines surreprésentations de pathologies chez ces enfants issus de FIV. On a constaté également des choses au niveau de la fertilité. Il y a des études alors il y a des études et puis il y a des résultats non publiés, enfin des observations à ce stade-là qui ont l'air aussi très intéressantes. Les études qui ont l'air assez robustes, c'est que globalement, si vous prenez des jeunes garçons conçus naturellement par rapport à des jeunes garçons conçus par PMA, vous avez un comptage de spermatozoïdes dans le sperme réduit de la moitié.
Ce qui est évidemment colossal quand on parle de fertilité. Et vous savez, comme je vous ai dit, que déjà qu'on n'est pas très fertile, alors si en plus vous dégagez 50% des spermatozoïdes dans le sperme, et c'est en plus une tendance, la tendance actuelle, on ne sait pas trop à quoi elle est due, mais c'est quand même, c'est pas une tendance, c'est clair, le nombre de spermatozoïdes est en train de chuter. Alors si en plus on a 50% on sait qu'on est en train de créer un monde particulier, et ça, dans le consentement éclairé des parents, ça n'est pas dit non plus. Je trouve que c'est bizarre que tant sois-tu, parce que sous prétexte c'est procréation, on a l'impression, voilà, alors là ça devient tabou, et du coup on ne peut pas éclairer au maximum de nos connaissances. Alors évidemment on ne sait pas tout, mais au moins ça vaut le coup d'être partagé. Alors j'ai une question bête sur cette affirmation quant à la fertilité. Est-ce que finalement on ne pourrait pas penser que c'est assez logique, puisque les parents ayant recours à une PMA ont régulièrement des problèmes de fertilité, et que de fait ils ont transmis ce problème à leur enfant conçu par FIV? Oui, donc ce qui permet de répondre à votre question, mais on n'a pas beaucoup, c'est au sein d'une même fratrie, il y a par chance de la vie des enfants conçus par PMA et des enfants conçus naturellement. Et du coup, effectivement, ça permet d'avoir une espèce de contrôle interne, mais le problème, c'est qu'on n'a pas des énormes cohortes, et ça montre à quel point on a besoin de faire les choses proprement et d'observer au mieux, et que les parents nous aident en ce sens-là, coopèrent, ce qui est pas toujours évident. Alors justement, on en vient, on a le sentiment que finalement ce sont des techniques relativement jeunes d'un point de vue scientifique, que le recul n'est pas encore particulièrement suffisant pour pouvoir statuer avec certitude. Est-ce qu'il existe des registres où l'on connaît les enfants qui ont été conçus par une PMA, par FIV, par ces procréations médicalement assistées, ou est-ce qu'au contraire, on considère, comme souvent on le considère d'un point de vue administratif, qu'il ne faut pas faire de différence avec les enfants, et que donc, d'une certaine manière, c'est une entrave à la science, du moins aux conclusions de la science? Oui. Alors, pendant des années, il n'y a rien eu. C'est-à-dire au point que dans un carnet de santé qu'on peut considérer comme étant l'historique de l'enfant, qui permet de dire si on lui a enlevé les végétations ou des choses comme ça, donc ça pourrait paraître anodin, mais vous voyez bien que si on le consigne, c'est qu'on ne sait toujours pas si c'est totalement anodin ou pas, et donc on préfère quand même, on the safe side, comme on dit en anglais, par sécurité, le mettre. Eh bien, il n'y a aucune ligne actuelle. Alors, j'ai pas vu un carnet de santé récent, mais je crois qu'il n'y a aucune ligne, alors qu'on est quand même en train de parler de à peu près 3% de la population des enfants nés en France, qui spécifierait le mode de procréation. Peut-être, alors je parle là peut-être à tort, mais il faudrait voir ça. Donc voilà, donc ça a mis énormément de temps. Donc en tout cas, si c'est enfin présent dans les carnets de santé, c'est très récent. De la même façon, les registres des FIV mis en place de façon officielle sont extrêmement récents, et mes collègues les critiquent dans leur transparence et dans la quantité d'informations collectées. Donc finalement, on a l'impression qu'on n'a pas tous les moyens. On ne sait pas doter tous les moyens. Ah non, ça c'est certain. Par rapport à des pays scandinaves ou autres, par rapport à d'autres pays, on est très en retard en France sur ces observatoires qui sont indispensables à mettre en place d'urgence, de façon complète, concertée, bien documentée. Alors on va changer de volet à présent, on va écouter le ministre de la Santé Agnès Buzyn qui parlait récemment de la PMA pour toutes. C'est une des mesures qui était attendue par les couples de femmes. Beaucoup d'entre elles, nous le savons, lorsqu'elles ont les moyens, partent en Belgique le faire. Et l'idée, c'est que celles qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller en Belgique puissent en bénéficier. Donc je dirais qu'à titre personnel, je souhaite le remboursement. Alors c'est la question du remboursement. Alors c'est toujours un peu trivial de parler d'argent dans les questions de santé, néanmoins c'est le nerf de la guerre. On comprend donc que l'État va finalement
payer les interventions donc de procréation médicalement assistée pour toutes, a priori, mais vous nous avez expliqué finalement avant, au cours de cette émission, que ce n'était pas un acte anodin et qu'il pouvait avoir des conséquences sanitaires sur les enfants issus d'une fille. Finalement, on a l'impression que c'est un nouveau problème de santé publique qui se profile, aussi bien en termes de santé en tant que tel qu'en termes de deniers de l'État. Très certainement, je ne vois pas que ça puisse être autrement et je ne comprends pas comment, sous prétexte qu'un PMA business est organisé chez nos voisins, ma collègue que je salue, Agnès Buzyn, le mentionne bien en Belgique et en Espagne, pour ne pas nommer ces deux pays qui sont très actifs en la matière. Sous prétexte de cela, il faut que nous aussi, on se mette au même diapason. Je vois pas très bien la logique, hein, ça. D'autant plus que, effectivement, pour moi, s'il y avait des sous à utiliser, ça serait d'essayer de remédier à l'infertilité de ces couples avec des techniques qui sont beaucoup moins invasives. On a vu tout à l'heure la séquence d'invasion. On sait que l'induction hormonale que la femme subit pour pondre tous ses ovules d'un coup n'est pas du tout neutre, qu'elle est associée à des cas marquants, comme dit l'ABM dans ses rapports, qui sont des cas marquants qui sont terrifiant, qui engage le pronostic vital de la patiente. Donc on est sur du lourd, et là on n'est que à la première étape. Sur l'aspect psychologique, là on n'est pas que sur certains pourraient imaginer. Voilà, on est juste sur les conséquences de l'injection hormonale, et les chiffres montrent qu'en cancer du sein, on est entre 15 à 30% de cancer du sein chez des femmes qui ont été, je ne sais pas si vous imaginez, hein, de survenue d'un cancer du sein, de monter à 30% sous prétexte que la femme a subi une induction ovarienne, c'est quand même conséquent. Donc, en fait, je comprends pas toute cette histoire. Je vais vous dire, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que et sur l'indication médicale, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une indication médicale ou est-ce qu'on est en fait sur une augmentation qui est finalement de donner la possibilité à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'avoir des enfants, si donc là on est plutôt sur une augmentation, et à ce moment-là, si on est sur une augmentation, mais il est peut-être urgent de garder de l'argent pour traiter ces femmes qui vont avoir ces cancers du sein. Et comme on est dans un déficit de sécurité sociale qui est absolument vertigineux, mais comment va-t-on faire? Enfin, moi, c'est un SOS que je crie, c'est-à-dire je ne comprends pas où est-ce qu'on va, alors que l'hôpital manque tellement d'argent, d'arriver dans une médecine d'augmentation. Alors je sais que c'est politiquement atroce ce que je viens de dire, mais à la fois... Je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi c'est politiquement atroce, parce qu'en fait, encore une fois, concrètement, si jamais on disait à tous ces couples, est-ce que vous avez fait crac-crac tous les jours qui ont précédé votre visite pendant 2 mois? Mais jamais ça sera demandé, ça, jamais. Or, il y a des chances que ça marche. C'est perçu comme trop invasif, peut-être. Ah ben oui, mais d'accord. Mais alors, en revanche, la suite est dure à porter, et les femmes le disent, et les femmes n'osent pas le dire parce qu'elles sont prises dans une culpabilité épouvantable de se dire... Mais j'ai eu la chance de procréer, la chance d'être une mère, c'est extraordinaire. Donc la chance pour ces femmes est extraordinaire, donc elles ont eu la chance d'avoir un enfant. Et donc elles n'osent pas dire les souffrances qui ont été occasionnées. Il n'y a qu'une femme là récemment à un congrès. Bon, elle avait subi 11 cycles de stimulation, donc c'est beaucoup. Et elle disait à quel point ces techniques lui avaient détruit, elle disait soul destroying, lui avait détruit son âme et ses relations avec son environnement le plus proche. Et elle disait, mais en fait, la raison pour laquelle et j'ai parlé à plein de femmes, c'est ça leur avait, je suis pas la seule, mais on peut pas en parler parce que sinon, évidemment, on va être mal perçu. Parce que quand même on a eu la chance d'avoir des enfants. Enfin, elle n'a pas eu cette chance parce que c'était 11 cycles infructueux. Donc voilà, mais là aussi, ça pose un problème. Vous voyez, elle a eu 11 cycles. Et nous, on va faire combien de cycles?
Il y a un nombre de cycles qui a été dit par femme. Oui, au-delà duquel il faudra arrêter les tentatives. Au-delà duquel il faudrait arrêter. Toutes ces questions sont... En fait, j'ai adoré parce que Jean-Philippe Wolff, mon collègue de Cochin, qui dirige un Sécos, a écrit un livre... Sécos une banque de sperme en fait de stockage de toutes ces cellules qui vont permettre la reproduction. Et dans son livre, on voit un petit peu toutes les questions mais vertigineuses qui peuvent avoir lieu dans la pratique clinique et sur lesquelles on ne pourra pas légiférer. Il n'y a pas de position éthique ou pas éthique. Je prends l'exemple de cette femme qui arrive en disant voilà, je suis infertile ou je veux avoir des enfants, donc en fait, j'ai 2 partenaires et j'aimerais bien donner une chance à chacun d'être le père. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit mélange de leurs spermes respectifs pour leur donner, pour leur donner la loterie. Donc, et là, qui est habilité à répondre? Vous m'expliquez? Donc, légiférer, pas légiférer, donner un cadre, pas donner un cadre. Il y a un moment où vraiment, on est au seuil d'un précipice vertigineux dont on ne mesure pas les conséquences. Alors, on ne mesure pas les conséquences, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup d'omerta sur toutes les conséquences négatives de ces pratiques. Et ça, c'est quand même troublant. On se demande, on se dit d'un côté, on a un business de la PMA qui visiblement réussit à l'étranger, en Belgique, vous parliez notamment. Et en même temps, on a des patients entre guillemets, qui arrivent devant des médecins pour avoir recours à ces techniques et ne sont pas mis au courant en fait des conséquences qu'il peut y avoir sur leur futur enfant, des conséquences qu'il peut y avoir sur eux-mêmes. On se dit finalement les patients ne sont pas mis dans une situation de donner leur consentement éclairé, une notion qui est très importante dans la médecine. Tout se passe comme si à partir du moment où une technique est là, j'ai même une obligation quasi morale de l'utiliser. Et ça se passe avec d'autant plus d'étrangeté pour moi que tout ce qu'on observe chez l'animal est cantonné pendant des années. La science s'est nourrie d'une observation chez l'animal pour inspirer, pour voir chez l'homme ce qui se passait. Et toutes les observations chez l'animal, notamment en matière des répercussions de ces techniques sur les désordres métaboliques, les désordres cardiovasculaires, les désordres immunologiques et les désordres neurologiques, qui sont autant d'études extrêmement bien documentées, extrêmement nombreuses sur des modèles variés, sont cantonnés à part, très à part de ce qui se passe chez l'homme. Et en revanche, chez l'homme, allons-y gaiement, yallah, on va faire toutes les techniques de la Terre qu'on a. Et d'ailleurs, pour moi, parler de la PMA pour toutes, c'est un sujet, mais c'est un sujet parmi tous ces cas de cette révision de loi bioéthique où concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, ce qu'on est en train de promulguer, ce que le gouvernement est en train de passer en force parce que il a peur. Il parle de grands débats pourtant, de grands débats apaisés. Mais alors, c'est tellement apaisé qu'ils ont viré une membre de leur parti, Agnès Thiel, parce qu'elle exprimait des propos différents. Donc, c'est bizarre pour être des sereins apaisés où on peut vraiment débattre. C'est-à-dire que, globalement, moi j'ai eu la chance inouïe de faire ma thèse sous la direction d'Axel Kahn. On n'était pas toujours d'accord sur un certain nombre de questions, mais quelle richesse de pouvoir débattre. Parce qu'effectivement, on est au royaume des aveugles et personne ne détient la science absolue. Personne ne sait exactement ce qu'il en est. Et donc on a besoin, au contraire, de cette confrontation et c'est ainsi qu'on progresse. Et le progrès n'est pas d'imposer une technique à tous. Le progrès est de débattre et de voir dans quelle mesure il procède d'une amélioration qui débouche vers plus de bonheur de l'être humain. Vous voyez, tout cela est occulté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, non, si vous refusez une technique, vous refusez le progrès. Ah bon ?
Bah alors, depuis quand? Et puis alors, en plus, en ce moment, ça tombe mal parce que les techniques qu'on met en œuvre, on ne maîtrise absolument pas leurs conséquences. Alors, on a peut-être besoin de se munir de tous les observatoires possibles. Je dis pas d'arrêter quoi que ce soit, mais je dis de ne pas, en revanche, aller au-delà de ce qu'il est... De ce qu'on est capable de maîtriser. De ce qu'il est logique d'accepter, surtout au moment où on n'a plus d'argent. Et dernière question, finalement, on peut aussi penser que cette volonté d'occultation, c'est aussi pour tuer la mobilisation potentielle, avec toujours le fantôme de la manif pour tous quand il s'est agi du mariage homosexuel. Alors, je ne saurais répondre à cette question. Ce qui me semble en revanche indispensable de dire sur votre plateau, vous avez un très joli nom qui est TV Liberté. J'adore ce mot de liberté et donc ça me donne l'envie, quand vous m'avez invité, je me suis dit TV Liberté, je ne connais pas mais ça a l'air formidable. Au moins, je vais pouvoir dire que la révolution, encore une fois, au niveau de l'homme anthropologique, c'est-à-dire vraiment la révolution sur la conception de ce qu'est un être humain, est tellement conséquente et tellement violente dans cette révision de loi de bioéthique telle qu'elle est formulée actuellement et telle qu'elle a des chances de passer, qu'il serait, pour moi, criminel de ne pas se mobiliser. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ou bourgeois, ou appelez ça comme vous voulez, mais si j'allais dire qu'il y a un moment où on ne peut pas dire « Ah ben on savait, on avait anticipé, on avait entendu cette dame, ou intuitivement, par bon sens, on savait, et puis on n'a pas bougé, on n'a rien fait ». Mais alors même que le gouvernement, encore une fois, a peur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a repoussé son calendrier quand même d'une façon conséquente au niveau de l'été, où il sait qu'il ne va pas avoir de mobilisation. Il a quand même eu les mouvements des Gilets jaunes qui, à mon avis, procèdent aussi très largement si vous parlez de la mesure des PMA pour toutes à des Gilets jaunes, je n'ai pas de mal à anticiper le sondage que ça donnerait. Donc vous voyez, tout cela montre qu'en fait, il a peur. Le gouvernement a peur parce qu'il sait très bien qu'il est en train de poser un acte d'une gravité folle à la société française, tel que ce package dans son entièreté, sur tous les aspects, est une bombe jamais apportée dans aucun pays, parce que c'est d'un coup d'un seul. Et quoi? Personne ne va bouger? Moi, j'appelle effectivement à une mobilisation intense. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, il ne faudra pas pleurer après en disant ah, ça n'a pas évolué dans le sens que je voulais. Quel que soit l'âge de la personne dans cette société française, elle doit comprendre que c'est de elle dont on parle. Et qu'en fait, on n'est pas en train de dire il faut refuser le progrès, on est en train de dire qu'on veut d'une société solidaire. Et une société solidaire, c'est une société où on est tous frères et que vous soyez de travers ou pas de travers, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Et c'est tellement beau et il y a une telle richesse parce que vous savez quoi? Même si moi j'ai l'air en bonne santé aujourd'hui, je sors de votre plateau et j'ai un accident et je me retrouve dans cet même état de faiblesse. Donc en fait, c'est un lot, cette vie est un lot commun qui nous est donné et où on est tous hyper vulnérables. Et ça, c'est, vous voyez, par exemple, les maladies épigénétiques dont on parlait tout à l'heure. Si les gens, pardonnez-moi, si les gens voyaient les photos des syndromes qui sont augmentés de 3 à 4 fois par recours à la PMA, d'une façon consentement éclairée, il est très probable qu'ils réfléchiraient différemment à avoir recours ou non. Donc on voit bien là... Ça m'amène alors une toute dernière question. Est-ce que les gens qui sont tentés d'avoir recours à ces techniques peuvent s'informer pleinement? C'est une question bien douloureuse que vous me posez là. J'ai beaucoup cherché sur Internet. Je ne vois pas où est-ce qu'on a accès à ces informations-là. Et pire, lorsque j'en discute avec mes collègues qui sont en position de donner un recours à ses parents, ils me disent que jamais ils en parleront. Donc c'est très embêtant, oui.
c'est infantiliser les parents. Alors qu'ils sont, vous voyez, je pense qu'ils peuvent prendre une décision éclairée, quelle qu'elle soit, mais du moment qu'on les informe. Donc oui. Cette omerta, elle est partout. Hein. Elle est même au niveau scientifique. René Friedman a signé récemment un papier où il prenait la rétrospective de 40 ans de FIV. C'était l'anniversaire des 40 ans. Le mot épigénétique apparaît que 2 fois dans son article. L'épigénétique, ça fait 10 ans qu'on sait ce que c'est, et on sait à quel point ça a un impact colossal, en particulier, globalement, sur l'alimentation que le père et la mère vont avoir lorsqu'ils sont en train de produire leurs gamètes, et autour de la conception. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'il y a des manquements de connaissances aussi fondamentaux par ceux qui se disent les papes du sujet. Merci beaucoup, docteur Alexandra Henrion-Caude. Merci à beaucoup vous d'avoir éveillé les consciences. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, liker et commenter ces vidéos. En attendant, la semaine prochaine. À bientôt.